accompagné ce soir, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, je suis avec mes frérots, Thibaudot et le Lion. Les gars, on va aller vite. On va faire ça simple et correctement. On va commencer directement par le Paris Saint-Germain. On ne va pas passer par 10 000 chemins. Paris. Paris, donc hier, qui sur le terrain de Leipzig s'est incliné 2-1. Pourtant, Paris avait bien commencé, notamment en première mi-temps. Paris avait bien commencé avec l'ouverture du score de Di Maria. On avait un Moïse Kean qui était extrêmement remuant, qui a été à l'origine du pénalty provoqué. Mais on a vu aussi un Paris qui a malheureusement baissé l'intensité et qui s'est fait rejoindre dans cette même première mi-temps avec un Titi parisien, Kunku, qui a égalisé. Puis en deuxième mi-temps, Emile Forsberg qui a donné l'avantage aux siens définitivement. Paris perd son deuxième match dans ce groupe avec Manchester et Istanbul Belediyespor. Le Lyon, je voudrais que tu reviennes sur ce Paris à deux visages qu'on a vu et surtout un Paris qui a craqué physiquement dans cette deuxième mi-temps. Déjà, bonsoir à tous les tweetos, les viewers. Comme d'hab. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre, ça fait plaisir. Deux visages, effectivement. Première mi-temps très convaincante, les 30 premières minutes du moins très convaincantes, avec un bloc assez haut, beaucoup de combinaisons, de la verticalité, du pressing haut et ouverture du score très rapide. Du coup, ça nous a mis en confiance. Après, on enchaîne le penalty. Le penalty malheureusement raté par Di Maria. Et à partir de la 30e minute, on a commencé justement à reculer et c'était les prémices de la seconde mi-temps qui, pour le coup, n'a pas été bonne du tout, quoi. On a manqué de jus, d'implication, de rythme, de pressing, de jambes et de cœur. Donc, et pour le coup, dans un match aussi important, c'est vrai que ça fait tâche. C'est très, très compliqué quand on est dans un match assez important et à partir de ce moment-là, ouais, on a deuxième mi-temps complètement à fond, quoi. Donc, très, 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 très déçu. Thibaudot, t'es surpris? T'es surpris de voir un Paris Saint-Germain qui n'arrive pas en fait à enchaîner les efforts? T'es surpris de voir un Paris Saint-Germain finalement un deux visages qui, lors de la première moitié de la première mi-temps, domine les débats, est extrêmement bon dans le pressing, fait trembler Dayot Upamecano et puis en fait en deuxième mi-temps, plus de jus, plus rien, plus de courant. Déjà, il faut forcément évoquer les absents parce qu'ils étaient nombreux. Entièrement d'accord sur le fait que Paris a fait 30 premières minutes hyper sérieuses avec une réelle envie de mener le match, d'imposer son rythme. Et dès le premier coup de mou, à partir de la 30e minute, on a senti du flottement, on a senti une équipe un peu désorganisée qui savait plus trop comment elle devait réagir en fait. Et c'était très dérangeant parce que ça a duré en fait jusqu'à la fin du match. Donc Paris a joué que 30 minutes et 30 minutes en match de Ligue des Champions contre Leipzig, ça passera pas et c'est pas passé. Donc défaite 2-1 du PSG, c'est dur parce que physiquement ils auraient pu faire mieux s'il y avait plus de joueurs, mais tactiquement ils ont été débordés à partir de 30 minutes de jeu. Donc c'est plus tactiquement que je retiendrai la défaite du PSG que physiquement, ça me dérange moins déjà avec les absents notables. Après, frérot, je pense que physiquement aussi, il y a un gros manque en deuxième mi-temps. Il y avait beaucoup moins de courses, beaucoup moins de pressing. Et c'est un problème récurrent si on regarde les matchs du PSG depuis le début de saison. Souvent en deuxième mi-temps, et en deuxième partie de deuxième mi-temps, il y a souvent un gros problème physique. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on prend des buts et qu'on est acculé. Donc, évidemment, il y a le problème tactique, et on y reviendra. Mais physiquement, je trouve qu'on n'est pas bon du tout, quoi. On n'est pas du tout en rythme. Et malheureusement, en Ligue des Champions, face à des équipes qui sont des morts de faim, ça paye, quoi. Ça paye. Mais Leipzig a eu le même calendrier que Paris Saint-Germain, à un match près, la finale de Ligue des Champions. Comment on peut expliquer qu'il y ait une si grosse différence d'intensité, en fait? Alors que l'effectif, pourtant Leipzig aussi connaît des blessures actuellement, notamment dans le secteur défensif. Non, mais justement, les gars, c'est ce que je vais dans le sens de Thibaudot. Dans le sens de Thibaudot, je vais détailler un peu. C'est vrai que Leipzig, Paris ont fini à peu près la saison au même moment, puisque Leipzig et Paris se sont rencontrés en demi-finale de Champions. Là, quand tu regardes en fait même la distance parcourue en kilomètres des deux équipes, c'est le jour et la nuit. Leipzig a couru globalement 10 km de plus, grosso modo, que le Paris Saint-Germain. Et on parle d'un match, un match de haut niveau. Lors de sa première défaite contre Manchester, pareil, Paris avait montré de vraies fébrilités physiques, en fait.
moi, je vous pose la question. C'est dû à quoi? On sait que Paris a eu de gros soucis de préparation. Il y a eu notamment cette croisière du Covid où, en gros, on a eu Keylor Navas, Icardi, Marquinhos, Paredes, Neymar qui ont chopé le Covid, qui ont eu du mal après à retrouver leur rythme. On a eu, pareil, Mbappé qui a chopé le Covid lorsqu'il était en sélection avec l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de cet état de méforme qui varie selon les joueurs que Paris n'arrive toujours pas à enchaîner, en fait, tout simplement, 90 minutes de qualité? Ah, oui, je suis d'accord. Après, par rapport à la stat, effectivement, ça manque. Ça manque. Justement, c'est une illustration justement du problème physique du Paris Saint-Germain et éventuellement de l'implication. C'est aussi un point d'interrogation qu'il faut souligner. Maintenant, la petite réserve, c'est vrai que les 10 km, il y a aussi eu l'expulsion de Gay en milieu de deuxième mi-temps aussi qui joue aussi en défaveur du Paris Saint-Germain, mais ça n'enlève rien. Après, concernant ce que tu as dit par rapport au problème physique, je suis d'accord, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que, comme il a dit Thibaudot, justement, Leipzig a eu le même calendrier. Toutes les équipes européennes qui ont joué le Final 8 ont été dans les mêmes dispositions que le Paris Saint-Germain, donc c'est pas une excuse. Il y a des équipes qui sont mieux préparées, il y a des joueurs qui sont plus sérieux. Et non, c'est un problème interne. Et c'est aussi, il faut aussi pointer. On en parlera encore une fois de Tourelle, Ouais, de bien sûr. Tuchel et de son staff, notamment au niveau du préparateur physique. Parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de blessés si tôt, qu'on est qu'en novembre. Autant de blessés, autant de problèmes physiques, autant de problèmes musculaires. Parce que c'est pas comme si c'est beaucoup de problèmes musculaires. Et à un moment donné, forcément, les mecs ne sont pas en rythme. Et ça, c'est aussi un problème du staff. C'est à toi de préparer ton équipe du mieux possible pour pouvoir aborder les échéances européennes. Donc, Alors, non, ce n'est pas une excuse. alors, c'est pas forcément une excuse, c'est sûr, mais Paris n'est pas le seul club dans cette situation. Il y a un article qui est sorti récemment dans Foot Mercato qui justement recense le nombre de blessés que vous avez en Première Ligue, une augmentation de 47% par rapport à la saison dernière à la même période. Il y a près de 87 blessés aujourd'hui en Première Ligue. On compte notamment 8 blessés chez Crystal Palace. Et c'est notamment lié à ce calendrier qui est extrêmement resserré, avec des matchs tous les 3 jours, avec des matchs effectivement aussi avec la sélection, où au lieu de jouer 2 matchs, vous en jouez 3, des joueurs qui n'ont pas de temps de repos, des joueurs aussi qui psychologiquement n'ont toujours pas compris qu'ils avaient commencé une nouvelle saison, donc il y a une usure physique, mais aussi une usure psychologique. Est-ce que ça, le Thibaudot, est-ce que toi tu l'entends? Et voilà, qu'est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu… Ouais, notamment Mbappé, là, qui, lors d'une interview toute récente, a dit on n'a pas l'impression d'avoir commencé une nouvelle saison, c'est le prolongement de la saison dernière, en fait. C'est-à-dire, on repart sur une saison, mais on n'a pas eu de repos. Et le problème, c'est que quand on voit ça, l'effectif du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément joué le Final 8 l'année dernière, qui n'ont pas forcément eu ces problèmes liés au Covid et qui n'ont pas forcément eu les matchs internationaux. C'est peut-être aussi ces joueurs-là qu'on attendrait plus dans ce moment-là. Et c'est malheureusement, ils ne sont pas assez montrés sur ces rendez-vous-là. C'est prendre la relève, en fait, au moment où on les attend, notamment quand tu as des absents style Neymar, Mbappé. Forcément, faut step up un peu, tu vois, faut monter d'un cran. Et ça n'a pas été le cas sur ces matchs-là. Justement, les gars, là, il y a Mike Malinos pardon, qui dit bon, les gars, mais oui, mais il ne faut pas non plus oublier que le Paris Saint-Germain n'a pas de banc. Que ce que l'on a vu contre Leipzig, c'est ce qu'on a déjà vu notamment en finale contre le Bayern lorsque Verratti n'était pas là, c'est que lorsque les cadres ne sont pas là, notamment au milieu de terrain, c'est bien compliqué de faire du jeu. On a beau avoir un Gay qui peut un peu courir, on a beau avoir un Paredes qui aime souvent sortir les gros bras, mais quand il n'y a pas un organisateur, un vrai playmaker, il y a dalle que, il y a que dalle. Est-ce que vous avez une réponse à ce que vient de dire Mike Malinos? Non, mais je suis d'accord. Déjà, merci à Mika, merci pour ta question. Merci. Bonne question au passage, mais c'est vrai qu'il y a, il faut aussi prendre ça en compte. Maintenant, on est quand même le Paris Saint-Germain. Je dis on va parler en étant objectif. C'est le Paris Saint-Germain, c'est quand même le Paris Saint-Germain. Il y a quand même un effectif de qualité par rapport à Leipzig, par rapport au club turc. Donc, je suis désolé, à un moment donné, Tuchel, il a aussi sa responsabilité. Donc, il a dit, Thibaudot, c'est vrai que les remplaçants, ça c'est un point important, les remplaçants n'ont pas été mis en valeur ou se sont pas mis en valeur. Mais c'est le taf de qui? C'est le taf du coach. C'est le taf du coach et du staff technique de préparer ces joueurs qui n'étaient pas là pendant le Final 8 ou qui ont très peu joué, de là à prendre la relève pour pouvoir permettre aux cadres de venir petit à petit et rentrer et s'immiscer dans le groupe, quoi. Donc, c'est aussi c'est un problème de gestion. Thibaudot?
Ouais, d'accord. Avec l'effectif qui était titulaire face à Leipzig, ils doivent faire mieux. C'est pour moi, à partir du moment où tu as une équipe compétitive comme il y avait sur la feuille de match, tu dois faire mieux. Et, Paredes revenait de blessure à la cuisse, donc malheureusement, on devait se contenter d'un Herrera au milieu de terrain. Je trouve ce joueur très très fade, tacle gratuit. C'est parti. On peut passer au, au sujet d'après. J'avais juste envie de tacler. Ok, ouais. En tout cas, j'ai bien compris que vous, pour vous, le principal responsable sur cette défaite, sur cette contre-performance, c'était Tourelle. Pourquoi Tourelle? Parce que dans la première demi-heure, Paris joue très très bien. On retrouve le Paris qu'on connaît, le Paris qui redouble de Mhm. passes, le Paris qui est dominant, qui est hégémonique au milieu de terrain. Et puis en fait, au bout d'une demi-heure, il n'y a plus de jus. Euh, voilà. Donc pourquoi Alors, Tourelle? Alors après, c'est vrai qu'il a eu le mérite de préparer les joueurs, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une très bonne entame de match. Après, il ne faut pas non plus tout jeter. C'est vrai qu'il y a une très belle entame de match. Ça jouait très bien, ils m'ont même surpris. Franchement, beaucoup de qualité. Le penalty, c'est vrai que ça a tout changé. Mais le point touchette, c'est par rapport, ben, on va en reparler, hein. De toute façon, c'est ce qui fait débat depuis quelques semaines. C'est le duo, le duo justement Herrera, Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos, ouais, c'est ça, et Danilo. Mhm. Donc, et le but, on le prend par rapport à quoi? On a commencé à reculer. Pour quelle raison? Parce que les mecs ne jouent pas à leur poste, ils n'ont pas d'automatisme et de réflexe. Donc, Ok, à partir de ce moment-là, ok. ça ne met pas en confiance. Le Lyon et Thibodeau, il y a tout ce débat autour de du positionnement et de la position globalement de Marquinhos. Doit-il jouer au milieu de terrain ou revenir à son poste en fait de métier défenseur central? Moi hier, j'ai eu l'impression, comme dit Zesso, que Paris, au bout d'une demi-heure, en fait, a au milieu de terrain explosé en plein vol. On a vu Herrera être très très bon. Contrairement à ce que dit Thibodeau, je le trouve un peu dur sur Herrera parce que sur la première demi-heure de jeu, dans le pressing, il était très très précieux, comme Gana Gueye d'ailleurs. Et puis physiquement, on les a vus se limiter. On les a vus en fait s'effacer et j'ai eu l'impression de revoir en fait la finale contre le Bayern où ils n'ont pas su résister en fait à la confrontation physique que leur proposaient leurs adversaires. Tu vois, Goretzka avait mangé le milieu du Paris Saint-Germain en finale. Hier, c'était pas Goretzka, c'était Aïdara qui en deuxième mi-temps a imposé sa volonté avec sa taille et son physique. Mais le problème de la taille, c'était censé être le problème du mercato. Moi, j'ai cru comprendre que Leonardo devait justement chercher un milieu de terrain pour essayer d'équilibrer un milieu qui était quand même assez petit en termes de taille, en termes de physique. Vous allez chercher Danilo Pereira à Porto pour que justement il ramène ce gabarit et cette taille. Et finalement, vous le faites jouer en défense centrale alors qu'il aurait pu beaucoup aider justement au milieu de terrain dans le duel notamment avec Aïdara et Sabitzer en deuxième mi-temps. Ouais, mais comment il s'appelle? Leonardo a recruté un milieu de terrain et Tourelle en a fait un défenseur central. Donc c'est aussi une mésentente de ce point de vue-là par rapport au recrutement et après au coaching qui est fait sur le terrain. Parce qu'en effet, là, sur les deux, enfin sur le but, le premier but, on voit un Marquinhos beaucoup trop bas. Il a payé pour moi son erreur en fait de tactique. C'est bien que ça arrive parce que ça va mettre en évidence les problèmes. Après, il faut les régler. Parce que s'il continue à s'entêter comme ça, je crois que c'était le quatrième match d'affilée où Pereira était titulaire en défense centrale. Ah ouais, il a joué Vraiment, en ça, défense. Ouais, ouais. Ouais. on a vu Marquinhos à la fin du match, là où on essaie de lui poser des questions par rapport à son positionnement. Tu sens qu'il est mal à l'aise de répondre à la question. Il veut certes pas donner des munitions à la presse, mais tu sens quand même que c'est un problème et ça se voit sur le terrain. Ça, c'est même de là que vient le premier but, quoi. Donc c'est vraiment une erreur tactique pour moi. Personnellement, je prends ça comme une vraie erreur. Donc pour vous, le premier but, il est lié à quel positionnement en fait? À quel mauvais positionnement? Bah, Bah, après, Marquinhos qui descend trop bas, en fait. Descend trop bas, ouais, mais ok. il y a aussi sur le côté droit, c'est vrai que Ah bah c'était un peu oui, lax. C'est vrai que c'est ah aussi, oui. on a beaucoup tapé sur Marquinhos, mais c'est vrai que le Florenzi, le côté droit était un peu laxiste, je trouve. En termes, ça manquait d'impact. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on voit, c'est que sur le tir de Nkunku, Marquinhos, il est comment? Il a un réflexe de défenseur central. D'où encore le même débat. Les mecs ne sont pas à leur poste, ils ont leur réflexe. Ils défendent comme un défenseur central. Un milieu défensif, à ce moment-là, quand un mec il est aux abords de la surface, sachant que Nkunku, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne frappe de balle, qu'est-ce qu'il fait? Il presse direct. Il lui laisse- Bah oui, il lui saute à laisse la pas gorge, respirer. frère. Il lui saute dessus. Et là, du coup, ben, Marquinhos, malheureusement, il a son réflexe de défenseur. Toute sa vie, il a joué défenseur. Tu l'improvises milieu de terrain d'un coup d'un seul. À un moment donné, bah, ça paye. Sur le coup, ça paye cash.
Et après, ça a découlé d'un manque de confiance totale de l'équipe, allié à un problème physique, qui a été créé en deuxième mi-temps. Mais pour répondre à une question que nous disait Zesso, Bien sûr. je vois ce qu'il veut dire. Il disait que c'était plus un problème technique. C'est ce qu'il Ouais. avait dit. Ouais, Tactique, technique. je vais remettre vous inquiétez pas. Vas-y, réponds. Je remets tout de suite. Je suis d'accord, en fait, par rapport à ça, sur le fait que c'est vrai que dès le départ, quand tu alignes un milieu de terrain avec si peu de créativité, tu peux pas aller loin. Si peu de liens entre l'attaque et le milieu de terrain, si peu de box-to-box, tu peux pas aller loin. Alors moi, j'aurais voulu un milieu à la rigueur avec Danilo, Paredes et Rafinha. Paredes revenait de blessure, soit, mais Rafinha, tu l'as fait venir pourquoi? Rafinha, tu l'as fait venir pourquoi? Pour le faire jouer à la 84e minute, quand le match est baisé? Bah, voilà, tu vois, donc pour répondre à la question, je vois ce qu'il veut dire par rapport aux problèmes techniques, mais sur le match en présent, sur le match qu'on a vu hier, on a vu un problème physique flagrant aussi en deuxième mi-temps. Et ça, c'est tous les joueurs, dont Di Maria qui est technique. Donc, c'est tout le club, c'est tous les joueurs qui ont subi une baisse de régime physique. Donc, Moi, j'ai l'impression, les gars, et je vais partager mon impression avec vous, c'est que j'ai l'impression que ce coach, il me fait penser un peu à mon professeur d'SVT. On a tous eu, et j'imagine que les viewers ont tous eu des professeurs d'SVT qui étaient un peu dans leur laboratoire en train de faire des potions, en train de faire des formules. Mais ils étaient pas offensifs, ils n'étaient pas agressifs. Ils étaient juste là à gérer des élèves de 30 à 40 élèves par classe, mais ils étaient gentils, tu vois. Sauf que là, moi, Tourelle, effectivement, il me fait penser à un professeur d'SVT, sauf qu'il gère pas une classe de 30 à 40 élèves. Il gère un club de foot, il gère une équipe avec Neymar et Mbappé. Il gère une équipe qui va aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Donc, il ne peut pas se permettre de faire des expérimentations tous les jours, en fait. Et quand tu vois les changements, comme tu dis, quand tu vois que Danilo Pereira, d'ailleurs Fernando Santos, le sélectionneur portugais, l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, que lui, il voit Danilo Pereira comme un milieu et jamais comme un défenseur. Quand tu vois Danilo aussi l'a dit encore hier. Hein. Danilo ouais. l'a dit encore. Hein. Quand tu pour vois, te dire. c'est ça, quand tu vois par exemple que lors des changements, en deuxième mi-temps, après le deuxième but, après le rouge de Ganagay, il sort Kurzawa pour faire rentrer Bakker. Or, on sait que Kurzawa offensivement est quand même meilleur que Bakker. Mais le pire, c'est qu'il sort Sarabia pour faire rentrer Kerrer, faire monter d'un cran Florenzi, pour sortir appeler Florenzi derrière et faire rentrer à la 84e, comme tu disais tout à l'heure, Rafinha. On a vraiment l'impression que Tourelle, c'est vraiment le professeur Tourelle-Sol, le tournesol. Il est là, il switch, il regarde. Est-ce que le feu avec l'essence, ça fait du feu? Enfin, est-ce que l'huile avec de l'essence, ça fait du feu? Il accompagne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi d'avoir un coach qui tente des expérimentations, en fait, alors qu'il est au Paris Saint-Germain Bah, de toute façon, déjà, il a perdu le vestiaire, il a perdu le vestiaire, il a perdu le soutien de l'équipe dirigeante. Et du coup, en fait, il est là, il tâtonne. C'est même pas il tâtonne, en fait. Il nous sort des inventions. Enfin, on a parlé du problème Marquinhos-Danilo, les changements, aucune cohérence. Des changements, tout le temps. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué aussi. À chaque fois qu'on est mené, il attend, je ne sais pas, miraculeusement, la 70e, 75e minute pour faire entrer un joueur, poste pour poste. Donc, je ne sais pas, moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas je comprends pas son délire. Je ne sais pas ce qu'il a. Il nous fait rentrer son. Tu sens un manque de connexion entre l'entraîneur et les joueurs. Après, quand on dit qu'il fait des expériences, tu regardes en face, Nagelsmann, au final, le mec, c'est expérience sur expérience. Là, il affiche une composition où devant, tu as Nkunku, Forsberg et Olmo. Si ça marche pas, le mec, il se fait fustiger par la presse en Allemagne parce qu'il met derrière, il met deux mecs sur le banc, il met Poulsen attaquant et il met Sorloth attaquant. En fait, il a commencé contre le Paris Saint-Germain sans attaquant réel. Et ça a payé, tu vois. Donc, ok, les expériences, c'est cool, mais si tu n'as pas le résultat qui va avec, tu te fais fustiger par la presse. C'est normal. C'est le métier d'entraîneur après. Hein. Ça reste la base du métier, quoi. Non, mais là, c'est même plus des expériences. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, t'es mort, gros. Je suis d'accord. Mais là, c'est même plus des expériences. C'est là, tu sabordes ton équipe. Je suis désolé. À un moment donné, quand tu sais, on a vu Marquinhos, à la rigueur, il serait exceptionnel au milieu de terrain. Il aurait été exceptionnel. Ouais. Bon, ok, c'est pas le cas. Marquinhos l'a dit, c'est pas son poste. On recrute Danilo, la sentinelle à grande taille, qui peut ramener cet impact. C'est pas un crack, on le sait, mais il peut nous apporter cet impact dont on avait besoin depuis des années. Tu le recrutes pour le mettre en défense centrale, pour remplacer un mec dont tu n'as pas renouvelé le contrat, en l'occurrence Thiago Silva. Bah, où est la cohérence? Sachant que sur le banc, tu as des Kerrer qui sont eux-mêmes défenseurs. Donc, Abdou Diallo aussi.
Recruter pour 32 millions. Moi, je vais vous le dire, c'est ça. Moi, je vais vous dire, je pense que je peux comprendre qu'on peut se tirer sur l'ambulance, que Tourelle soit le coupable idéal, mais n'exonérons pas Leonardo. N'exonérons pas Leonardo. Parce que moi, j'ai vu Abdou Diallo. J'ai vu Abdou Diallo, parce que c'est bien beau dire où il y a Abdou Diallo sur le banc. Moi, j'ai vu Abdou Diallo, 32 millions d'euros, qui a coûté 32 millions d'euros, qui était la première recrue de Leonardo lorsqu'il est revenu après sa gifle sur l'arbitre. Moi, je l'ai vu contre Nantes. C'est fébrile, Leonardo. Moi, j'ai vu Kerrer. C'est fébrile, Kerrer. Donc, il faut aussi. Kerrer, c'est pas Leonardo, hein, c'est Tuchel, hein, c'est l'enfant de Tuchel, hein, Kerrer. Excuse-moi, je suis d'accord. Mais Leonardo, Abdou Diallo, c'est l'enfant c'est la première recrue de Leonardo. Sa première. Oui. Et encore une fois, je le dis, c'est que le problème avec Leonardo, c'est que avec Tuchel, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que généralement, quand tu regardes les grands clubs, Ali Salihamidzic au Bayern, le recrutement, il le fait avec Hans-Dieter Flick. Il y a une vraie courroie de transmission, il y a un vrai travail de synergie entre le directeur sportif et le coach. Au Paris Saint-Germain, tu as toujours eu des tensions entre le coach et le directeur sportif. Avant Leonardo, tu avais Enrique, ça ne marchait pas avec Tuchel. Donc, s'il y a des tensions et qu'après, derrière, effectivement, tu te retrouves avec des folies où tu achètes un mec pour qu'il joue au milieu de terrain et le coach le met en défense centrale, c'est qu'en fait, le problème, il remonte à la direction. C'est quand même au niveau de la direction, c'est pas cohérent, frère. C'est pas cohérent. Ouais, mais je suis par rapport à ça, je suis d'accord par rapport au manque à la scission entre l'équipe dirigeante et le coach. Mais par contre, Leonardo, moi, je suis désolé. S'il n'y a pas Leonardo, tu n'as jamais Keylor Navas. S'il n'y a pas Leonardo, tu n'as jamais Mosiskin. Heureusement qu'il est là, hein, d'ailleurs, en ce moment, parce qu'on n'a pas d'attaquant. Mosiskin, c'est Leonardo. Jusqu'à preuve du contraire. Tu me parles de Tuchel, c'est Diallo. Tuchel, c'est Kerrer. Tuchel, c'est pas Diallo. C'est Kerrer, ouais. Ouais, non, c'est Kerrer. Kerrer, d'accord. Kerrer, je te l'accorde. Mais Tuchel, c'est. Non, pardon. Abdou Diallo, c'est Leonardo. C'est la première recrue de Leonardo lorsqu'il revient au Paris Saint-Germain. Le mec dépose 32 millions d'euros sur ce qui est actuellement la 5e roue du carrosse. Ce qui est ouf. Ouais, après, oui. Après, oui. Non, mais c'était un pari. C'était un pari. Pour le coup, c'est pas encore concluant. Maintenant, moi, je ne veux pas le jeter à la poubelle parce que ça reste quand même un joueur assez jeune et il a des qualités. Maintenant, c'est vrai qu'il est. Il y a des joueurs qui ont plus de vécu à ce poste-là, donc il ne va pas le mettre titulaire directement au sein de l'équipe. Maintenant, oui, c'est vrai que le problème entre Leonardo et Tuchel, c'est vrai que ça reflète ce qui se passe sur le terrain et ça influence. En conférence de presse, les gars, Tuchel dit après le match hier soir, en gros, on a évolué contre une équipe qui était très forte, le RB Leipzig. Une équipe, en gros, qui, il y a quelques semaines, était première du championnat. Et quand il a dit ça, quand il a dit ça, je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'il sait qu'il y a une semaine aussi, ils ont pris 5-0 contre Manchester? Est-ce qu'il sait que cette même équipe de Manchester a pris 6 buts contre Tottenham? Moi, je connais Tottenham. C'est pas ouf. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'ils rappellent qu'ils ont pris ce week-end un but. Enfin, ils ont perdu 1-0 contre Manchester. Donc, est-ce que c'est pas trop facile? Non, c'est du foutage de gueule. Moi aussi, je l'avais noté au cas où tu ne l'avais pas, parce que je voulais absolument en parler. Pour moi, il se cache derrière ça quand il dit que c'était une équipe qui était leader de Bundes il y a une semaine. Le championnat, il vient de commencer. Franchement, c'est du foutage de gueule de dire ça dans la presse. C'est vraiment ne pas assumer d'avoir perdu contre un adversaire qui est plus faible que ce que les stats veulent bien dire, en fait. Parce qu'ils ont perdu Werner, ils sont en pleine reconstruction au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, ils ont des absents à tout va. Franchement, c'est une équipe qui ne s'est pas vraiment renforcée. La recrue principale, c'est Sorloth. Et il n'est même pas rentré sur ce match en tant que remplaçant. C'est Poulsen qui est rentré, qui était là depuis que Leipzig est en division 2, si tu veux. Donc, non, c'est du foutage de gueule. Pour moi, cette phrase, c'est vraiment ne pas assumer d'avoir perdu contre plus faible que soi, clairement, avec un effectif meilleur. En fait. Donc, foutage de gueule. Il m'a tendu la perche, Thibaudot. J'adore. Il fait les belles transitions. Il t'a fait une belle transition, d'ailleurs, le Lyon, puisqu'on va évoquer tout de suite, effectivement, l'équipe de Leipzig, où clairement, j'ai eu l'impression que Nagelsmann avait pris sa revanche sur Tuchel, pas seulement parce qu'il a gagné, mais parce que tactiquement, en fait, il a mangé Tuchel. En demi-finale, qu'est-ce qui se passe? Tuchel joue avec un 4-3-3 avec un faux numéro 9, Neymar. Là, qu'est-ce qui se passe hier? Nagelsmann joue avec un faux numéro 9 et qui aura fait très, très mal au Paris Saint-Germain en la personne d'Emile Forsberg. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue? Moi, j'ai même eu l'impression qu'en fait, si tu veux, la bataille s'est faite au milieu de terrain. Parce qu'il n'y avait pas de pointe, il n'y avait pas de joueurs sur les côtés. Kunku, Olmo, Forsberg, Aïdara et Sabitzer étaient au milieu et ont clairement dominé Gay, Herrera, Marquinhos.
il y avait vraiment la supériorité numérique au milieu de terrain dans l'entrejeu de Leipzig. Ouais, non, ils ont le milieu de terrain, le milieu de terrain de Leipzig a totalement mangé le milieu du Paris Saint-Germain dans l'intensité, dans le rythme, en termes de pressing, et ils accompagnaient bien les actions également. Donc non, j'ai bien aimé. Si on parle de manière objective, non, j'ai bien aimé. Évidemment, Forsberg devant, très remuant. Et notamment, j'ai une action qui me revient en tête là quand il fait danser Danilo. Ouais. Encore une fois, et là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Danilo, hashtag, il défend comme un milieu de terrain qu'on met défenseur. Pareil, Ouais. il a des réflexes de milieu de terrain. En reculant, un vrai défenseur. Parce que il n'a pas l'espace pour se permettre de faire un geste comme ça en défense centrale. C'est vrai que c'est flagrant en fait que son positionnement est mauvais. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui taper dessus. C'est vrai que tu n'as pas l'habitude, donc tu perds des automatismes et forcément, ça crée du danger. Et face à un attaquant aussi remuant et intelligent, bah forcément, ça fait mouche, quoi. Donc, juste un truc que je voulais évoquer. On a vu Paris qui dominait pendant 30 minutes. On savait qu'au bout d'un moment, Leipzig allait reprendre le ballon et vouloir jouer. Mais de là à se faire bouffer pendant les 60 minutes qui restent et de ne pas savoir subir, c'est vraiment ça qui m'a surpris. Parce que pour moi, Paris, à l'heure actuelle, avec la défense qu'ils alignaient, si c'est le choix du coach de mettre Pereira en défense centrale, tu dois pouvoir subir en fait et ne pas t'en prendre deux bêtement face à Leipzig. C'est ça qui m'a surpris, moi, c'est la non-capacité de Paris à subir face à une attaque de Leipzig où, encore une fois, il n'y a pas de numéro 9 devant. Donc, c'est quand même surprenant. La bataille était clairement au milieu de terrain, mais doit-on être surpris? On l'a vu contre le Bayern. On l'a vu contre l'Atalanta. Paris, physiquement, c'est compliqué. Paris, au milieu de terrain, physiquement, c'est compliqué. Gay, d'ailleurs. Gay s'est blessé contre Angers. Moi, j'ai lu dans la presse qu'il était blessé longuement. Je le revois sur le terrain. C'est même à se demander si les joueurs qui sont titularisés aujourd'hui sont à 100% de leur capacité. Parce que Gay, Angers, il était là sur le terrain. Il n'a pas fait un mauvais match. Après, oui, il prend le rouge. Il n'a pas été pitoyable. Mais il a été gay, quoi. Il a été gay, voilà, il n'a pas été transcendant depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il n'est pas transcendant. Mais quand justement, toi, tu viens Tourelle avec ton milieu à 3 et que tu tombes face à une équipe où, grosso modo, tu as 5 joueurs, voire 7 qui sont dans l'entrejeu, et forcément, tu vas te faire bouffer. Forcément, tu vas te faire bouffer. Donc, c'est pour moi en ça que l'élève, en fait, a vraiment plagié le maître, dans le sens où, en demi-finale au Portugal, c'était Tourelle qui était venu avec un faux numéro 9. C'était Tourelle qui était venu densifier ce milieu de terrain-là. Là, c'est Nagelsmann qui lui a remis à l'envers. Après, le milieu de terrain du PSG pendant le Final 8 n'était pas le même aussi. Tu vois. Physiquement, on était en meilleure forme, et c'était pas le même. Là, c'est vrai que le milieu de terrain qu'on a là, c'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance. À partir du moment où on prend le deuxième but, qu'on démarre la deuxième mi-temps, le manque de confiance, est rentré dans la tête des joueurs et forcément, ils ont commencé à défendre très bas et à subir, quoi. Et mal subir parce qu'au final, il prend un rouge. C'est ça, ouais. Thibaudot, on va rapidement revenir sur ce que tu disais là sur Leipzig, justement. Tu disais, voilà, c'est quand même une excuse bidon de la part de Tourelle de dire qu'on a joué contre une grande équipe. Ils ont joué 109, il y avait des absents. Ils ont mis un joueur qui s'appelle Youssouf Poulsen, qui en gros est au club depuis qu'il est en Division 3. Moi, c'est vrai que j'ai vu une équipe quand même qui était très, très faible de Leipzig hier. J'ai pas vu une belle équipe, en fait. Et d'ailleurs, tu le vois en fin de match. Mais c'est catastrophique le niveau de jeu qu'on a eu en fin de match. Et pour moi, ce niveau catastrophique, ce niveau plus que médiocre, en fait, il est reflété notamment par Dayo Upamecano, comme moi je l'appelle. Clairement, un joueur qui, certes, a un très gros gabarit, mais souvent qui a la tremblote balle au pied. Tu vois Est-ce que c'est ce que tu as vu toi aussi, une équipe qui finalement, oui, peut-être avec des flashs d'Emile Forsberg, a pu bien jouer au ballon, mais qui globalement quand même a rendu une prestation assez moyenne. Ouais, il était bidon Upamecano. Enfin, après, il a remporté quelques duels, notamment face à Moïse Kean. Mais honnêtement, les deux erreurs qu'il fait, la première erreur de relance où il est trop laxiste et trop attentif sur sa relance, et la deuxième là où il met sa main dans la surface en mode le bras ça comme là, non frère, c'est pas possible. Ils doivent perdre ce match à partir du moment où tu as ton défenseur principal qui est censé être le meilleur de la défense, parce que les deux autres c'est pas des pépites non plus. Si ton meilleur défenseur fait un match comme ça en Ligue des Champions, tu dois perdre le match. Et là, c'est là que c'est pas normal aussi dans la performance de Paris, c'est de pas avoir réussi à sanctionner ça. Je parle pas que du pénalty raté, parce que tu vois vraiment que Leipzig c'était fébrile et ils auraient dû en planter beaucoup plus que un Paris. C'est pas normal de s'être arrêté là concrètement.
Le Lyon. Ouais, non, je suis d'accord sur le fait que ça manque aussi ça met en valeur, ça met en lumière le manque de Animation offensive. killer instinct Ouais, de ouais, Paris. À partir de ce moment-là, c'est vrai que on aurait dû mettre la tête de Leipzig sous l'eau, en fait. Parce ouais, que c'est vrai que Upamecano, non, les 20 premières minutes, il est catastrophique. catastrophique, de Et c'est ouf. vrai que c'est le taulier, quand tu as le taulier de ta défense qui est aussi fébrile, si t'arrives pas à sanctionner ça, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça paye cash. Parce qu'en fait, il y a même Donc, Lukaku qui a été fébrile, mais il y a aussi Sabitzer, qui est généralement le maître à jouer de cette équipe, le joueur dominant. Moi, je l'appelle le Lampard autrichien parce que c'est vraiment un joueur qui a des stats à la Lampard. C'est un buteur, hein. C'est un joueur qui sait marquer, qui peut faire marquer. On ne l'a pas vu hier. Le taulier au milieu de terrain, c'était Haidara et c'était surtout en deuxième mi-temps. Donc, il y avait vraiment la place hier, mais pour donner une bonne raclée à Leipzig. Et ouais, comme vous dites, Paris a été extrêmement fébrile, ouais. On va passer au top, les gars, rapidement. Donc, moi, je donne mes tops et puis vous les commentez. J'ai eu du mal, hein. J'ai eu du mal à trouver mes tops parce que, comme je vous dis, on a vu en fait deux équipes qui n'étaient pas forcément rayonnantes hier. Euh, Mhm. donc, moi, j'ai mis Forsberg parce qu'effectivement, c'est lui qui trouve Angelino, qui trouve après derrière Nkunku sur le premier but. J'ai trouvé qu'il avait été excellent dans sa manière justement de jouer entre les lignes et jouer ce faux numéro 9, le même poste auquel avait joué Neymar en demi-finale. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié Forsberg. J'ai mis Haidara. J'ai trouvé qu'il avait joué ce Goretzka finalement en deuxième mi-temps où il a vraiment imposé son physique. Il les a mangés au milieu de terrain. Sa taille, son poids dans le jeu, son physique, il les a dominés. Et puis c'est lui aussi qui provoque le carton rouge pour Gana Gueye. Mhm. Et enfin, j'ai mis Moeskin. C'était le meilleur Parisien pour moi hier. Il a tout donné jusqu'à la fin. Il a couru, il a dérangé, il a été remuant. C'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui donne la passe D à Di Maria. Je voudrais avoir votre retour là-dessus. Ouais, d'accord. À la place de Haidara, j'ai mis Nagelsmann parce que j'ai adoré ce qu'il a proposé tactiquement dans le sens où il s'est pas affolé, il savait que son plan de jeu allait fonctionner et ça a fonctionné. Donc j'ai mis Nagelsmann à la place de Haidara, mais sinon les deux autres, je suis entièrement d'accord. Moiskin, j'ai adoré son match malgré la défaite du Paris Saint-Germain. ouais, pareil, Moiskin, pareil, là, il s'est battu comme un lion. Il est passeur décisif, il provoque le penalty. Il a pesé énormément. En deuxième mi-temps, pareil, il s'est battu, il a rien lâché. Donc, rien que pour ça, il mérite une mention. Et le reste, je suis d'accord. Après, à la rigueur, à la place d'Aïdara, j'aurais aussi mis le gardien. Parce que mine de rien, son arrêt change le match. Et Ouais. sachant que sur le premier but, il n'est pas exempt de tout reproche, il fait une sortie assez bizarre. Il aurait pu cogiter. Il sort l'arrêt décisif et Tu qui parles maintient son équipe. de Goulassi, hein. Ouais, 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 ouais. ouais. Gardien, le Et gardien. puis, je l'ai trouvé assez rassurant également. Donc, je voulais mettre une mention également pour lui. Le Lyon, c'est plutôt facile hein, quand t'as qu'un seul tir cadré en deuxième mi-temps. Non, mais, non, mais dans les centres, même, non, par sa présence. Les gardiens, on ne les juge pas que sur les arrêts. Tu vois, il y a aussi ce que tu dégages. Donc, et puis, c'est vrai que sortir, se remettre d'un but où t'es pas exempt de tout reproche, je voulais aussi mettre une mention pour lui. Donc, Surtout après le après, match qu'il a fait contre Paris en Ouais. demi-finale. C'est surtout ça. Il a réussi ah à oui, se remettre dedans. après, c'est pas Neuer, hein, mais sur ce match-là, il a été décisif et au final, ça compte. Je suis d'accord. Ouais. En top, en top, j'ai. Non, en flop, En excuse-moi. flop, en flop. En flop, pardon. En flop, j'ai mis Upamecano, Kipembe et Di Maria. Oui, je suis Pourquoi d'accord. Di Après, Maria? Di Maria, non. Je suis pas d'accord, Di Maria, par contre. En fait, quand je fais mes tops et mes flops, en gros, tu as le niveau du gars et tu regardes si par rapport au niveau qu'il a, au statut qu'il a, il est tout simplement au rendez-vous ou pas au rendez-vous. Di Maria, certes, il a marqué, mais après, il rate le penalty et dès qu'il rate le penalty, il a un creux. Il y a un moment où tu as l'impression qu'il est plus là, il perd tous les ballons, il disparaît de la circulation et il revient un peu, en fait, après la 70e, après que les changements soient enfin compris par les Parisiens et que Florenzi sait qu'il doit jouer sur les ailes. On voit un peu Di Maria refaire un peu la différence, mais puis c'est tout. Et quand tu sais que Mbappé et Neymar ne sont pas là, tu t'attends quand même à ce que ce soit Angel Di Maria qui soit le leader technique, qui soit le seul justement à porter cette attaque. Et il n'a pas été là. Après, voilà, il a 33 ans, il n'a plus forcément les cannes pour le faire, mais il devait être le meilleur joueur parisien hier et il n'a pas été, pour moi. Bah, je l'ai trouvé bon pendant les temps forts du Paris Saint-Germain, moi, donc j'aurais pas mis Di Maria, ça c'est sûr. Moi non plus. J'aurais plus mis un mec comme Ander Herrera qu'on attendait comme le créateur de ce milieu de terrain et qui a existé pendant 30 minutes, certes pendant le temps fort du Paris Saint-Germain, mais après
Je l'ai pas vu, je l'ai trouvé fade. Il a fait des relances hasardeuses, notamment une en début de match en retrait vers son gardien, qui aurait pu coûter un but à Paris. J'ai trouvé en dessous à nouveau. Après, je sais qu'on j'attends pas grand-chose de ce mec-là, mais quand bien même, Ouais, non, il me mais déçoit toujours. Attends ouais, moi, pas qu'il soit meneur, il l'a jamais été dans sa carrière. Non, non, mais t'attends que c'est le plus technique des trois au milieu de terrain, t'attends que ça soit lui. Et en fait, tu vois limite pas de différence entre lui, Marquinhos et Gay, quoi. C'est pareil, oui, alors non, que mais tu sais qu'il a un peu plus de ballon quand même. en fait, c'est pas surprenant, ouais, pareil, hein, Herrera, il est neutre, donc moi, je vais pas, Ouais, mais ouais. moi, je mettrais plus Marquinhos à la rigueur. Marquinhos, c'est vrai qu'il était vraiment en dedans, et Marquinhos et même Danilo, les deux, en fait, la paire, encore une fois, ils étaient archi pas, ils étaient pas dedans, donc, et Marquinhos parisien, ils étaient le en grande, capitaine grande parisien. difficulté. Hum. Le capitaine parisien, Marquinhos, qui n'a pas Ouais, su ouais. mener son équipe en plus de ça. Donc, Donc, ouais. ouais, non, non, mais pas, non, après, Di Maria, je vois ce que tu voulais dire, mais de là à le mettre flop, non, quand même Je pas. suis Parce que c'est vrai que pas dans d'accord les non plus. temps faibles du PSG, c'est quand même lui, c'est par ses inspirations qu'il y avait des bribes de danger. Donc, non, flop, c'est fort. J'ai une question, les Mm. gars, rapidement, avant qu'on passe au prochain sujet. Ce sera l'OM, l'Olympique de Marseille, et sa campagne catastrophique jusque-là en Champions League. Est-ce que vous voyez Paris se faire éliminer? Il faut savoir que c'est quand même une soirée historique pour le Paris Saint-Germain. C'est la première fois sous l'ère Qatari que Paris récolte aussi peu de points lors de ses 3 premiers matchs en Champions. C'est la première fois sous l'ère Qatari. Il faut quand même le faire en même temps avec Tourelle. On est quand même très souvent dans les premières fois. Est-ce que vous voyez bien Paris se faire éliminer et aller en Europa League? Mbappé et Neymar en Non, Europa League, jouer non, contre non, 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 jouer contre non, Lille. non, 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 arrête. Non, 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 respectons le club, là, respectons le maillot qui est là, là. Non, non, quand même. Europa League pour faire quoi? Non, non, non. Non, 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 honnêtement, ouais, c'est vrai que la statistique, elle est forte parce à chaque fois qu'on a eu 3 points après 3 matchs, en ouais, 2004, 2005 et 87, 98, on a toujours été éliminé au premier tour. Donc ouais. là, les stats ne sont pas flatteuses et laissent, ça peut inquiéter. Maintenant, la trêve va nous faire du bien. Je pense que la trêve, De ça ouf. va nous faire du bien au moral. Ça va permettre à certains de se Alors, remettre en question. Et je pense que. Hein, t'as dit quoi? attends, le Lyon, la trêve avec un Mbappé qui a été sélectionné par Didier Deschamps. Ouais, non, mais Deschamps, on en parle, ça sera un autre débat parce que lui aussi, on en reparlera, on le lavera. Je me permettrai de le laver dans une autre émission. La trêve, ce ne sera pas de tout repos, plutôt. Non, mais psychologiquement, quand même, ça Ouais, permet quand même de se remettre d'aplomb. Et puis, on a quand même 2 matchs à domicile et notre groupe, il est très faible. Donc, non, je pense qu'on se qualifiera quand même. ouais. Mais par contre, le problème, c'est que si Tuchel il continue, la saison va être très, 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 très longue. En tout cas, c'est un sujet, c'est sûr. Il y a un match capital pour le Paris Saint-Germain. Alors là, on sort de la Champions League. Il faut qu'on passe à Marseille. Il y a beaucoup, beaucoup de viewers qui attendent qu'on évoque effectivement le club phocéen. Mais ce week-end, il y a Paris Saint-Germain-Rennes. C'est un match capital pour les Parisiens. Il y a des absents côté rennais. Il y aura des absents côté parisien. Une énième déconvenue des Parisiens du club de la capitale pourrait coûter très, très cher à Tourelle. Et peut-être que Leonardo se servirait avec Nasser de la Trêve pour se séparer à l'amiable et voir effectivement si Allegri est disponible ou Mauricio Pochettino. En tout cas, rendez-vous le 24 novembre sans Kipembe, sans Gay. Match retour donc au parc Paris-Leipzig.